Bonjour, donc on attaque la troisième phase de cette grande journée. Voilà, donc cette troisième phase en fait va être portée à trois voix par le club Urbain EA qu'on représente ici. Donc je vais commencer par me présenter et puis laisser mes collègues se présenter. Donc je m'appelle Michel Tardet, je suis associé du cabinet de conseil Aurésis. Et dans le cadre du club Urbain EA, je suis le secrétaire général de cette association qu'on a lancée il y a quelques années et qui aujourd'hui, enfin je vais vous la représenter dans le détail, représente 70 entreprises. Je vais laisser Bruno et Philippe se présenter aussi. Bonjour à tous, donc Bruno Guénoden. Moi je suis en poste dans le groupe Covea, qui est un groupe d'assurance qui regroupe les mutuelles que vous connaissez sûrement, MAF, MMA et GMF, et administrateur du club Urba. J'anime une pratique d'architecture d'entreprise avec particulièrement des travaux sur les processus ces dernières années, mais toujours avec un pied dans les systèmes d'information. Et donc moi, Philippe Bucco, donc je participe au club Urba depuis quelques années. Je suis aussi administrateur au club Urba et j'occupe un poste d'architecte d'entreprise depuis plusieurs années dans un monde industriel. Donc actuellement, je suis à la RATP. Pour rentrer un petit peu plus, mais rapidement dans la présentation du club Urbain EA, donc c'est une association loi 1901, une association interentreprise, donc réunissant des professionnels qui sont en poste sur les sujets de l'architecture d'entreprise, donc qui est un spectre large, hein, comme vous le savez, qui va du système d'information au sens application, données, une dimension process, et qui adresse beaucoup de sujets, je dirais, liés aujourd'hui à la transformation numérique et à la transformation des entreprises, notamment dans le cadre d'un système d'information qui se voit maintenant d'une façon étendue dans un écosystème de systèmes d'information de l'entreprise, avec l'entreprise au centre, mais tout un ensemble de partenaires, de clients, de parties prenantes externes qui fonctionnent dans le cadre du business de l'entreprise. Une association donc créée en 2000 par AXA, la FNAC, Aurésis, RATP, Suez des Eaux, qui aujourd'hui compte 80 entreprises, une centaine de personnes. Les missions sont assez simples. En fait, il s'agit surtout de s'échanger des informations, des retours d'expérience entre les professionnels. Donc, ce partage d'expérience est vraiment au cœur du fonctionnement, à la fois par des projets dont on va finalement vous faire état tout à l'heure, chacun d'entre nous, et puis aussi de promouvoir les démarches de travail sur ces sujets. Donc voilà, trois présentations de l'introduction. Philippe va ouvrir les sujets par architecture d'entreprise et transformation, et notamment des questions autour des collaborations entre les acteurs de l'architecture et les autres acteurs de l'entreprise. Je reprendrai la main derrière pour vous parler de système d'information data-centric. Et Bruno clôturera l'ensemble des interventions par des sujets sur la gouvernance et par un sujet qui est très prégnant à l'heure actuelle, la gestion des données personnelles. Donc, en introduction, effectivement, Michel vous a parlé du positionnement du club. Donc, ce qu'on a choisi aujourd'hui pour cette conférence, c'est de vous faire partager des sujets d'actualité, des sujets qu'on a traités au cours de projets dans les années précédentes. Alors, en ce qui me concerne, donc, Michel l'a dit, je vais vous parler plutôt de transformation. En 2015, on s'était posé la question de l'apport de valeur de l'architecture d'entreprise dans le cadre du pilotage de la transformation. Donc, qu'est-ce que l'AE pouvait apporter dans ce cadre-là? Et en 2016, on a continué sur un sujet qui était en continuité sur l'engagement des architectes, comment les architectes pouvaient mobiliser et convaincre. Donc, avant de rentrer et de parcourir ces deux retours d'expérience, je vous propose tout d'abord de regarder le paysage de l'AE. Alors, je vous ai positionné sur ce slide quelque chose d'un peu complexe, mais il s'agit surtout de regarder l'ensemble des notions
que l'architecte doit traiter dans le cadre de son activité. Sur la gauche, plutôt les aspects liés à l'entreprise. Donc l'entreprise, on va parler de chaîne de valeur, on en a parlé déjà tout à l'heure avec les précédentes interventions. On va parler aussi du contexte de cette entreprise. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce qu'il y a des filiales? Quel est son secteur d'activité? Est-ce que son secteur d'activité il est géographiquement positionné? Est-ce que ça concerne le monde entier? Donc on va parler aussi de l'ADN de l'entreprise, de son mode de management. On a parlé de valeurs tout à l'heure aussi dans le cadre de la présentation précédente. Et puis on va parler de stratégie, d'enjeux. Donc ça, c'est toute la dimension entreprise à laquelle il faut rajouter aussi, bien évidemment, le sujet dont je n'ai pas parlé, c'est la partie ressources, la partie RH, la partie talent. Et donc ça, c'est l'autre aspect de l'entreprise. Pour exercer notre métier, on va faire face, et c'est ce que je vous ai positionné à droite, à de la complexité. Alors, quand je dis faire face à de la complexité, je devrais plutôt dire faire avec la complexité. Donc c'est inhérent, et Michel en a parlé tout à l'heure, au fait que l'entreprise n'est plus toute seule aujourd'hui. Il y a aussi un écosystème, il y a une partie externe, donc ça complique les choses. Et au milieu du slide, ce que je vous ai positionné, c'est les sujets effectivement qui sont aussi les sujets du thème du MOOC. Donc c'est plutôt la partie technique, les méthodes, les processus, les services, les fonctions, enfin tout ce que l'architecte va pouvoir utiliser dans le cadre de son métier pour essayer de répondre aux attentes de l'entreprise. Alors, ici, j'ai essayé de vous mettre en avant une définition de l'architecture d'entreprise. J'ai repris simplement la définition de l'Open Group que je vous ai positionné en haut. Donc, l'Open Group définit l'architecture d'entreprise comme une démarche de transformation. Alors, les objectifs, c'est renforcer l'agilité et la performance. Performance, on a parlé de qualité tout à l'heure, donc on va y retrouver des points importants. De permettre l'innovation, ça c'est peut-être un peu moins évident, mais on va en parler ensuite. Et bien évidemment, de maîtriser la transformation. Alors, maîtriser la transformation, ça veut dire que pour maîtriser cette transformation, il va falloir utiliser des hommes, des acteurs de cette transformation. Et là, j'ai voulu mettre en avant l'aspect de transformation digitale, puisque ça fait partie des choses dont on parle en buzz actuellement. Transformation digitale, et je vous ai mis en avant quelques points d'un livre blanc INATI. On parle de collaboration, on parle de partage, on parle de créativité. Donc ça, ce sont ces deux dimensions. Donc une dimension qui est plus une dimension technique, autour de la méthode, et une dimension qui est une dimension plus de positionnement, dimension comportementale autour des acteurs. Alors sur la première dimension, la dimension technique, on a une fâcheuse tendance à opposer la méthode à l'agilité. La méthode, je vous ai positionné effectivement deux éléments de méthode, un élément TOGAF, un élément Club Urba. TOGAF, quand on parle de TOGAF, c'est 692 pages, bon c'est lourd, les gens disent c'est long, etc. Simplement, dans la méthode, il y a quand même des bonnes choses, des bonnes pratiques, et effectivement, il faut savoir un petit peu trier dans cet ensemble-là. Le paradoxe aussi sur l'agilité et la vélocité, c'est que côté méthode, vous avez tous entendu sans doute parler de la méthode agile dans le cadre des projets. Cette méthode, elle permet effectivement de faire des sprints, de mesurer la vélocité. Et dans le cadre de cette méthode agile, on ne réinvente pas tout. Le cadre, il est aussi défini par la méthode. Et donc ça, c'est un intérêt. Donc, première dimension, effectivement, la méthode. Et la méthode, ça sert à quelque chose. Deuxième dimension, pour transformer, il va falloir des personnes, il va falloir des gens, il va falloir de l'ouverture, il va falloir de la collaboration, il va falloir du dialogue. Et donc là, la méthode va
être au service de cette créativité, elle peut vous donner de bonnes idées. Quand on parle de méthode et les ressources, vous avez les cadres de référence, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des sources comme le Gartner ou autres qui vous donnent des éléments qui peuvent vous aider à faire votre métier et à progresser sur ces objectifs de transformation. Alors ces objectifs de transformation, en dernier, ce qui est important et ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'il faut essayer de faire du « et », c'est-à-dire d'allier la connaissance et les compétences. Donc, dans chacun de ces cadres, on va vous parler de gestion de la connaissance, on va vous parler de gestion des compétences. Vous allez avoir un certain nombre de choses à votre disposition. C'est à pratiquer. Et par contre, effectivement, c'est à pratiquer avec des gens. Donc, du coup, on se retrouve dans la nécessité, pour la connaissance, de bien comprendre la réalité du système sur lequel on va agir. Et pour les compétences, se poser la question de savoir avec qui on va faire cette transformation et est-ce qu'on est en mesure de faire cette transformation. Ça, c'est ce que je voulais vous donner en introduction pour passer ensuite à deux retour d'expérience. On a travaillé donc avec les adhérents du club sur des projets. J'en ai sélectionné deux. Le premier avait pour titre « Rôle et levier de l'AE dans le pilotage de la transformation du SI d'entreprise » et le deuxième « Mobiliser et convaincre sur les travaux d'architecture d'entreprise ». Donc sur la première dimension, retour d'expérience numéro 1, je voulais faire un petit point sur la méthode. Qu'est-ce que ça peut apporter, la méthode, et comment on peut s'en servir. Donc là, notre sujet, c'était le pilotage de la transformation. Donc le pilotage de la transformation, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, en tant qu'architectes, pour améliorer ce pilotage, trouver des solutions de le gérer de la meilleure manière. Alors dans la méthode, on trouve des choses qui peuvent nous aider. Notamment, dans la méthode, on trouve le fait que pour travailler avec des gens, il faut construire des vues. Il faut essayer de trouver des manières de partager des représentations communes. La méthode ne dit pas forcément il faut utiliser telle ou telle vue, mais elle dit au moins qu'il faut essayer de trouver des vues. Donc dans le cadre du groupe de travail, on s'est assez vite, puisqu'on avait du pilotage, tourné vers la question de et si on devait trouver une vue pour avancer, présenter un portefeuille de projets, ce serait sans doute une bonne chose. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire sur la transformation en général. Transformation en général, c'est pas évident parce qu'une transformation, chaque entreprise a son propre écosystème, a son mode de fonctionnement, les métiers sont très différents. Donc sur ces réalités différentes, on n'a pas forcément de point d'accroche évident quant à trouver une vue qui puisse fonctionner. En plus, on a des ampleurs, des dynamiques de transformation qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mesure de piloter cette transformation? Alors, on est revenu sur des choses finalement assez simples, puisque l'objectif, c'est d'essayer de trouver quelque chose que tout le monde puisse comprendre. Donc, sur l'axe des X, on a positionné tout simplement ce dont on peut parler sous la forme de baseline commodities, donc c'est tous les projets qui sont des projets courants. On pourrait trouver là-dedans effectivement des sujets liés à un ERP par exemple. Au centre, tout ce qui concerne le cœur de métier de l'entreprise, et donc ça, ça dépend effectivement du secteur d'activité. Et puis à droite, tout ce qui concerne l'innovation. Et ensuite, on s'est dit, sur une vue comme ça, on peut classer les projets. On avait fait l'exercice avec un certain nombre de personnes. Et on peut, en vertical, positionner un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, l'impact sur l'existence, c'est une bonne chose. Et on se rend compte que si on essaye de classer nos projets sous cette forme-là,
et d'en parler ensemble. On va avoir effectivement positionné en haut à droite des projets innovants qui sont sur des transformations fortes, qui ont un impact fort sur l'existant. On pourrait très bien avoir des projets innovants avec un impact faible sur l'existant, ils seraient positionnés en bas. Mais ça permet au moins d'avoir une vision commune de l'ensemble des sujets qu'on est en train de mettre en place. On peut avoir aussi des projets innovants qui sont positionnés en haut, qui ont un impact fort sur des projets qui sont tout en bas et qui sont plutôt des projets de transformation continue. Ça, on peut le mettre en avant aussi au travers de notions de dépendance. Pourquoi pas sur la même vue. Alors, la transformation digitale dans tout ça, est-ce que dans la transformation, il y a quelque chose de particulier sur le digital? Donc, j'ai pris un exemple issu d'un livre blanc méga pour vous mentionner le fait que bon, la transformation, on la représente toujours un peu de la même manière. Par contre, il y a un point clé qui était mentionné là et que j'ai réutilisé, c'est pour ce point clé-là que j'ai voulu le faire, c'est que dans le cadre du digital, on a une notion de parcours client ou de parcours utilisateur. On a une complexité grandissante qui est liée au fait que généralement cet utilisateur il a plusieurs devices, il interagit avec le système de différentes manières. Si on est dans le marketing, on va parler d'omnicanal, on a des points de contact, on a plein de manières de faire. Et en plus, aujourd'hui, on a aussi, avec l'arrivée des objets connectés, une complexité grandissante sur cet aspect-là. Donc le parcours utilisateur, en tout cas, c'est vraiment un point clé de la réflexion au niveau de la transformation. Après, si on veut aussi faire de la transformation, il faut avoir une zone d'expérimentation. Alors cette zone d'expérimentation, elle peut être faite de différentes manières. On peut imaginer effectivement avoir un lab, avoir une organisation particulière pour gérer tous ces aspects d'innovation. À un moment, et c'était sur le slide précédent, si on veut que cette innovation, ce soit une innovation qui rentre dans l'entreprise ou qui modifie le modèle business de l'entreprise, il va falloir faire un lien avec le reste. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être complètement déconnecté du reste. Par contre, ce qui est intéressant de le positionner sur un slide comme le précédent, c'est que si on veut faire de l'innovation, il faut qu'il y ait du budget. Ça veut dire qu'il faut aussi que forcément, dans l'ensemble de nos projets, on ait du budget pour innover. S'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas d'innovation. Donc c'est du budget, c'est des équipes évidemment, c'est des ressources au sens large. Donc ça, c'était pour moi l'occasion de vous faire un premier retour sur des aspects de technique. En tant qu'architecte d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? On a à construire des vues, on peut essayer de les construire pour que les gens puissent se parler et puissent se comprendre par rapport à une problématique donnée. Deuxième dimension, la dimension humaine au travers effectivement de cette question de mobilisation. Comment est-ce qu'on peut faire pour embarquer des acteurs? Donc embarquer des acteurs, aujourd'hui, la méthode, elle ne dit pas grand-chose sur la façon de faire. C'est-à-dire que si je prends TOGAF, on parle d'existant, de cible, on ne vous dit pas ni de commencer par l'existant ou de commencer par la cible. En tout cas, on vous dit qu'il faudra le faire. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que pour les gens, c'est quand même assez difficile de se projeter vers une cible. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut travailler particulièrement. Parce que la cible, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, ça n'existait pas, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler à plusieurs, on doit trouver des solutions un peu nouvelles. Et donc, pour travailler sur cette cible, il faut créer du lien. Donc là, je vous ai volontairement ajouté un extrait d'un document prospectif du Gartner qui parle du métier du CDO et de sa difficulté éventuellement à embarquer l'ensemble des personnes. Donc, leur recommandation, à un certain moment aussi, c'est effectivement de travailler sur cette dimension-là, créer du lien. Alors, créer du lien, dans la méthode, si je prends le cas de TOGAF, au début de la phase A, on vous donne
toute une façon de faire pour essayer de traiter la question des acteurs. Comment est-ce qu'on classe les acteurs concernés par une transformation? Comment on met ça dans une matrice? Comment on suit ça dans le temps? Donc là, vous avez un guide complet de comment faire. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que sur des systèmes complexes, on a du mal à embarquer tout le monde. C'est difficile de le faire. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de se positionner dès le départ sur quels acteurs on va pouvoir mobiliser, comment on va le faire, quelle stratégie on va mettre en place, et donc mobiliser très tôt les alliés. Savoir aussi qu'on a effectivement des gens qui risquent de nous mettre des bâtons dans les roues, mais surtout se mobiliser très tôt sur les alliés pour sécuriser et pour maîtriser au mieux les résistances, parce que les alliés vont nous aider à faire ça. Tout seul, on n'y arrivera pas. De toute façon, l'architecte, il ne peut pas faire quelque chose tout seul. Il est obligé de s'appuyer sur l'ensemble des parties prenantes. Donc, dans le cadre de ce groupe projet, on avait essayé de mettre en place et de regarder assez vite quelles étaient les questions clés à se poser. Je vous les ai positionnées effectivement sur ce slide. Là, il n'y a rien de révolutionnaire. Il faut simplement quand même se poser la question sur des transformations qui sont des transformations lourdes. On ne peut pas se lancer uniquement sur une idée sans se préoccuper de comment on va faire. Si on lance les opérations uniquement sur l'idée, il y a peu de chances qu'on arrive au bout. Donc, la question du pourquoi on fait ça, le sens, c'est vraiment une question clé. Il ne faut pas le louper. C'est une obligation. Si vous voulez embarquer les gens, il faut vraiment faire ça. Donc, ça, c'est simplement une aide. Ne pas l'oublier. Dans le cadre du management, toutes ces questions, elles s'étaient déjà posées. Donc ça, ce sont des choses qui sont des choses classiques aussi. On parle de sociodynamique dans le cadre du management, mais c'est bien de ça dont on parle. C'est s'occuper du positionnement de l'ensemble des acteurs. Alors, comme je fais un peu de course à pied, je vous ai mis le parcours du marathon et puis un petit clin d'œil littéraire aussi avec Murakami qui est un coureur de fond. C'est un travail de longue haleine. Ne pensez pas que vous allez pouvoir faire ça sans y passer du temps et c'est nécessaire. Donc voilà, il faut s'y prendre tôt et il faut, si les transformations que vous voulez mettre en place sont conséquentes, il faut le préparer. Donc dans le cadre du groupe de travail, ce qu'on avait essayé de regarder aussi, c'est quelles étaient les parties prenantes d'une transformation. Bon là, il n'y a rien de révolutionnaire. Je vous ai mis en avant d'abord la partie décisionnelle, le sponsor, les décideurs. Comme on parle des décideurs, il est clair que là aussi, on est au niveau éventuellement direction générale. Donc si on veut aller interviewer un DG, il faut savoir aussi comment on s'y prend. Alors on peut avoir la facilité de le faire parce qu'on le connaît bien, ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, il y a plein de moments où, si on veut que ça marche, il faut aller poser des questions. Et poser des questions à des acteurs bien positionnés par rapport à la transformation qu'on initie. Donc ça, c'est important. On vous a positionné aussi dans les parties prenantes de l'architecture d'entreprise, évidemment les opérationnels, des sachants, des acteurs qui sont impactés par les sujets, qu'il va falloir aller voir. Et puis aussi, en bas, des influenceurs, parce que on a des gens sur qui il faut aussi compter, des tiers éventuellement, des voix qui comptent dans l'entreprise. Il ne faut pas les oublier. Donc voilà un deuxième extrait d'un livrable du club qui peut vous donner une idée de ce que l'on peut faire pour piloter la transformation. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Moi, j'en ai une sur nos réseaux sociaux, justement, qui fait lien avec les derniers propos que vous avez eus, c'est-à-dire quand vous avez dit que la transformation, ça prenait du temps.
Ça va s'inscrire dans la durée, d'une part, et en plus, ça va solliciter certainement de l'implication et du temps de la part des acteurs qui vont participer à cette transformation. Et donc, la question qui est posée, c'est le quid du retour sur investissement. Forcément, qui s'en occupe? Quand est-ce qu'on peut le définir? Et surtout, la grande question auquel on a beaucoup de mal à répondre, c'est comment est-ce qu'on peut le calculer ou du moins l'estimer, parce que c'est toujours très difficile à quantifier. Est-ce que vous avez des méthodes là-dessus, des bonnes pratiques, recommandations? La première question est jamais la plus facile. Alors, je vais commencer simplement déjà par répondre sur un point qui a été abordé tout à l'heure et qui concerne l'innovation. Un des sujets qu'on peut mettre en avant de parler de retour sur investissement, c'est aujourd'hui, compte tenu de l'environnement digital qui est le nôtre, c'est de commencer par expérimenter. Donc la première chose, c'est expérimenter. On a vu dans la précédente présentation aussi, dans les valeurs de l'entreprise, cette notion de droit à l'erreur. Alors je le remets en avant parce que expérimenter, ça veut dire aussi se tromper, ça veut dire... Donc il y a toute cette phase-là qui doit être gérée. Ça, c'est géré sur un budget d'innovation. Là, il n'y a pas de ROI. Il y a un ROI si derrière, on a envie de transformer. Alors ensuite, quand on se dit qu'on a envie de transformer, la façon dont on calcule le ROI, chaque entreprise le fait de sa manière. Après, bon, les techniques, elles sont relativement classiques. Mais effectivement, le point clé, je pense, c'est de trouver effectivement le moyen d'ordonner ces deux activités qui sont une activité que je vais presque qualifier de recherche au départ, et ensuite une activité de transformation par la suite. Pour compléter ta réponse, peut-être Philippe, je suis désolé peut-être de casser l'ambiance, mais quand on se pose la question du ROI en architecture d'entreprise, ça veut dire qu'on ne veut pas y aller. Voilà. Il n'y a pas de retour d'investissement sur ce genre d'activité parce que l'architecture d'entreprise, elle adresse le patrimoine entreprise justement de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui fait sa richesse, ses systèmes d'information, ses processus. On l'a largement vu ce matin, mais le métier fait partie de l'architecture complète de l'entreprise. C'est la mise en œuvre des ressources, des processus, des systèmes d'information. Et donc, elle va commencer par essayer de les cartographier, donc de les rendre partageables, de les documenter. Et donc, c'est de la connaissance qu'on est en train de créer. Donc, il ne faut pas chercher du retour sur investissement. Le retour sur investissement, vous allez l'avoir progressivement au travers de la capacité à sécuriser les projets, à définir les bons périmètres, à prendre les bonnes options par rapport aux perspectives et aux enjeux et à la stratégie que vous voulez donner à votre entreprise. Donc vous n'aurez pas de retour direct. Par contre, vous aurez tout un tas de leviers, peut-être d'accélérateurs et en tout cas d'outils de sécurisation, de partage et qui vont vous permettre de donner du sens, comme disait Philippe tout à l'heure, pour embarquer vos personnes dans les transformations. En fait, ce que vous voulez dire, c'est pas qu'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est qu'il n'est pas quantifiable comme on le fait d'habitude. Il va au-delà des opportunités, des avantages qu'on peut classiquement toucher, puisqu'on va toucher quelque chose de beaucoup plus large. C'est ça un petit peu. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est comme sur le métier des ressources humaines, toute la partie développement des ressources humaines. Je doute qu'on le travaille et qu'on décide de le faire, au-delà des obligations réglementaires, parce qu'on cherche du retour sur investissement, mais on est tous convaincus que le capital humain de l'entreprise, si vous ne le cultivez pas, l'entreprise s'appauvrit et est mise en difficulté sur sa capacité à fournir ses services et à satisfaire ses clients. L'architecture d'entreprise et les SI, c'est pareil, sur ce métier. Si vous me permettez, par rapport à ce que vous dites, le ROI, c'est pas que le ROI financier, comptable, etc. Au même titre que quand on parle depuis ce matin de valeur ajoutée, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus large que le cash et le résultat financier, etc. On est bien d'accord, hein. Peut-être pour donner un petit complément, effectivement, il y a une partie des travaux ou de projets d'architecture d'entreprise qui ne vont pas être directement affectables, on va dire, à une business unit ou à une autre, et qui ne vont pas facilement donner lieu à une estimation prévisionnelle d'un ROI direct. On a aussi d'autres travaux d'architecture d'entreprise qui, eux, pourront être en fait mis dans les mécaniques ou les méthodes un peu plus classiques de ROI. Bon, je pense tout particulièrement à des problématiques telles que des référentiels clients, des référentiels produits.
on a quand même des capacités ici à projeter un apport, une valeur ajoutée qui va être tangible dans une meilleure gestion, une meilleure maîtrise de ses clients, dans une meilleure gestion, une meilleure maîtrise de ses produits, et à partir de là, en tirer des estimations, je dirais peut-être un petit peu plus classiques. Et puis il y a des fondamentaux, on va dire, soit sur la gestion de connaissances, effectivement, tirer un ROI d'une bonne gestion de connaissances sur le système d'information et le lien avec ses process, c'est pas tout à fait facile comme démarche, ou sur une infrastructure de service, c'est pas non plus tout à fait facile. Alors, il y a une autre question qui, à mon avis, n'est pas désintéressée, puisqu'on rentre tout de suite un petit peu dans la pratique. Vous avez parlé tout à l'heure des référentiels, TOGAF, etc., en disant que c'était des grosses machines, des gros documents qu'il fallait s'approprier. À l'inverse, vous avez dit qu'il fallait expérimenter, donc peut-être partir des fois sur des choses plus petites pour qu'elles soient plus maîtrisables. Et donc, est-ce qu'il y aurait un autre conseil à donner pour se lancer dans une démarche d'architecture d'entreprise, et notamment une personne qui dit est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier pour une collectivité territoriale, avec peut-être le système public ou des enjeux qui seraient un peu différents de l'entreprise? Parce que dans architecture d'entreprise, il y a le mot entreprise. Donc, est-ce qu'on peut le transposer à d'autres formes de structures? Moi, je vais essayer de répondre. En même temps, je ne suis pas le mieux placé parce que les équipes d'architecture d'entreprise dans lesquelles j'ai travaillé, c'était systématiquement des grosses entreprises. Donc, effectivement, qui ont les moyens d'avoir des équipes et donc d'investir sur ces réflexions. En même temps, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, effectivement, on peut les appliquer. On en a évoqué quelques-unes. La difficulté, c'est quand même de trouver des personnes qui sont capables de réfléchir en amont des sujets. Parce que si on intervient en pompier, c'est trop tard. Donc ça veut dire qu'il faut quand même... on peut difficilement faire de l'architecture d'entreprise exclusivement dans les projets, parce que le projet, il produit son résultat, il est engagé sur un résultat. Donc, il ne va pas s'occuper de l'écosystème dans sa globalité. Donc, il faut... Là, je n'ai pas de réponse toute faite. Hein. Il faut quand même trouver des personnes, mais ça peut être au niveau de la direction générale, ou ça peut être des personnes qui, par exemple, au niveau de la direction financière, sont intéressés par ce type de démarche et ont envie de faire en sorte que, globalement, les choses soient mieux maîtrisées. Et dans la même lignée, désolé Michel, je te coupe, dans la même lignée, pour une PME, parce que vous avez dit grand groupe, je ne suis pas spécialiste forcément collectivité territoriale, mais est-ce que déjà, quand on est dans le système privé, est-ce qu'entre une très grosse entreprise et une PME, on a les mêmes enjeux et les mêmes bonnes pratiques qu'on peut implémenter? Alors, bon, tout d'abord, par rapport à la problématique dite de collectivité territoriale, le terme entreprise, d'architecture d'entreprise adresse surtout une notion d'organisme en tant que tel, hein, que ce soit une entreprise privée ou un organisme public. Je pense que la dimension est la même. On voit bien d'ailleurs tous les travaux d'architecture d'entreprise qui sont menés au niveau de la direction de l'État par la DINSIC et qui rentrent tout à fait dans ces problématiques. Après, concernant une PME, bon, il y a des sujets de bon sens. En fait, l'architecture d'entreprise est là pour aider à maîtriser l'évolution d'un système d'information dans un cadre de complexité. Donc, si on parle d'une PME, surtout sur la dimension petite entreprise, il y a des sujets d'architecture d'entreprise qui seront, je dirais, adressés d'une façon assez triviale par un responsable de l'informatique qui aura un bon sens quant au fait de ne pas faire, je dirais, de construire une usine à gaz pour sa petite entreprise, entre guillemets. Et puis par ailleurs, la moyenne entreprise peut commencer à rapidement quand même prendre des dimensions de complexité en termes d'actifs informatiques gérés, de problématiques de données, de problématiques de partage sur des informations clés. Je reviens sur les exemples classiques du client, des produits, des employés, et donc des informations sur lesquelles effectivement il faut qu'on puisse maîtriser la complexité. Donc sans avoir forcément besoin d'une armée de togafiens dans ce type de moyenne entreprise, adresser les sujets de maîtrise de cette complexité de l'évolution du patrimoine informatique de la grosse PME va devenir un sujet d'architecture d'entreprise. Il sera pris en charge par un simple patron des études, peut-être pas forcément par un architecte en chef, mais ça devra être adressé.
Oui, j'ai quand même une question, c'est que on a quand même, et je voudrais savoir ce que vous en pensiez, on a quand même un gros problème, c'est que tout cela ne se retrouve pas au bilan de l'entreprise. Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est de l'investissement, c'est de la culture. Et comment arriver à faire prendre conscience à des personnes qui ont plutôt une vision financière et une vision patrimoniale financière, parce qu'à la fin, quand même, la communication externe, c'est le bilan, le compte d'exploitation, les résultats, etc. Et c'est difficile de faire passer. Pourtant, je suis complètement persuadé que ça fait partie totalement de la valeur, au sens très large, d'une organisation. Est-ce que vous auriez des pistes par rapport à cela? Parce que là, c'est aussi une difficulté par rapport à certains investissements, comme vous dites. Malheureusement, moi, je n'ai pas de recette miracle, hein. Si les dirigeants ne sont pas sensibles à ces problématiques, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, après, vous pouvez développer beaucoup d'énergie pour essayer de les embarquer. Néanmoins, il faut quand même un minimum de sensibilité. Si vous n'avez personne dans l'organisation pour vous aider sur ces sujets, c'est compliqué. À minima, il y a quand même une structure de gouvernance, il y a des projets qui sont lancés, donc il y a forcément des décisions qui sont prises quelque part. Donc, à minima, au moins, ces rendez-vous qui sont des rendez-vous qui doivent exister dans une entreprise, vous pouvez essayer de voir comment être impliqué, comment adresser, sur qui vous pouvez compter. Mais si personne n'est à l'écoute de ce type de sujet, vous produirez des projets sans architecture. Ce qui n'est pas forcément grave, hein, dans l'absolu. Après, il faut voir si vous avez besoin d'essayer d'organiser tout ça. Donc c'est lié aussi au nombre, enfin, l'intérêt d'une cellule d'architecture d'entreprise ou d'une équipe, c'est lié aussi au nombre d'actifs qu'on a. C'est-à-dire que c'est de plus en plus complexe en fonction du nombre d'actifs, en fonction de l'écosystème. On va aborder tout à l'heure le sujet de la réglementation sur les données personnelles. Ce sera Bruno là, qui va aborder ce sujet-là. C'est un point qui peut donner un éclairage quand même sur ces éléments de bilan d'actifs. Je pense notamment à toutes ces informations sur les clients. Donc la nouvelle réglementation sur les données personnelles pose tout un ensemble de contraintes très claires et beaucoup plus exigeantes que ce qui existait jusqu'à maintenant. Et je discutais là, tout récemment, là, il y a quelques jours, avec un avocat spécialiste de ce sujet, et qui me donnait l'exemple d'une entreprise qui n'a pas pu être revendue à un bon niveau, on va dire, de prix, de par la mauvaise gestion de ses données clients, qui en fait dévalorisait complètement la capacité pour le repreneur à bien travailler la donnée client, à bien la valoriser, à bien développer de nouvelles activités sur une maîtrise, on va dire, d'information, des comportements des clients, de leurs attentes. On est, par cet exemple-là, je pense, au cœur d'une illustration assez claire de la valeur qu'apporte certains éléments d'architecture d'entreprise. Après, il y a tout un ensemble d'autres développements qui sont faits, que je ne pourrais pas vous exposer dans le détail, mais notamment le SIGREF a aussi beaucoup travaillé sur la valeur une valorisation de l'immatériel des systèmes d'information, et aussi dans ces voies-là, il y a des possibilités de mettre en avant certains éléments de valorisation tirés de travaux d'architecture d'entreprise pour poser une bonne capacité d'évolution du système d'information de la maison, quoi. Et donc une question, après vous me direz quand est-ce que vous voulez passer à la présentation d'après, mais j'ai encore une question qui peut-être être très rapide. Est-ce qu'une démarche d'architecture d'entreprise a forcément en prérequis une mise en place d'une vraie gouvernance système d'information au préalable, c'est-à-dire une prise en compte de la valeur du SI comme élément un peu stratégique de l'entreprise, ou est-ce que ça peut être pris comme une problématique technique d'interopérabilité au départ et ensuite peut-être de remonter vers une meilleure gouvernance, ou les deux, ou voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que les deux approches sont tout à fait possibles. Ça dépend des entreprises et de la sensibilité des dirigeants, des personnes, du DSI peut-être, si c'est lui qui pousse la démarche.
Pour la mettre en œuvre rapidement, il vaut mieux trouver un sponsor, même si vous commencez tout seul, mais au moins quelqu'un qui croit à l'intérêt, donc qui a mesuré, qui a cette prise de conscience de la valeur d'actif du système d'information et plus globalement de l'entreprise. Parce que quand on dit système d'information, ce n'est pas l'informatique, hein, c'est bien les outils informatiques mis dans le contexte du métier, donc avec les process dont on parlait ce matin, parce que c'est bien les process qui opèrent, qui opèrent les outils. Donc vous avez le sponsor, et après, il faut commencer par des actions relativement concrètes. Donc il faut aller voir les projets, donc il faut être très dans le relationnel, hein, pousser les portes, aller voir les projets, et puis commencer à apporter, vous faites du conseil au début, et de plus en plus, vous allez montrer toute la valeur et la pertinence de ce que vous pouvez apporter comme élément dans les projets, jusqu'à ce que vous trouviez l'envergure nécessaire et suffisante pour être capable de commencer à cartographier le SI et amener l'élément de transversalité qui est très important aussi. Quand on fait de l'architecture, c'est comme pour un bâtiment, vous ne vous intéressez pas à une pièce, c'est bien le bâtiment dans son ensemble, sinon vous n'apportez rien du tout, c'est le maçon qui fait les murs. L'architecte est bien sur la totalité, sur l'équilibre de l'ensemble. Donc ça, c'est une piste. L'autre piste, c'est ce que vous disiez aussi fort justement, notre discipline d'architecture, elle est née par l'architecture technique, d'abord. Donc la première dimension d'architecture d'un système d'information au plan technique, c'est les réseaux, c'est les postes de travail, c'est les logiciels systèmes, tout ça, c'est très compliqué, et c'est de plus en plus compliqué. Il faut arriver à mettre tout ça en cohérence, à le faire évoluer, et on a fait remonter ces préoccupations au niveau des applications, donc de la définition des fonctions, de leur mise en œuvre dans les applications, du partage de données, et on remonte comme ça de plus en plus sur la prise en compte complète de l'entreprise. On parlait de vision systémique ce matin, alors en plein dedans. C'est tout un tas de systèmes, métiers, fonctionnels, techniques, etc., qui interagissent les uns avec les autres. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Par contre, quand vous l'exprimez comme ça, c'est invendable. Donc, vous utilisez les techniques de l'architecte technique, les cartographies, les machins, etc. Vous utilisez beaucoup de techniques du marketing et du commercial pour aller frapper à la porte des projets, et vous essayez de trouver un sponsor qui vous donne un minimum de moyens pour commencer. Je pense que Bon, pour finir sur ce point, moi je vous dirais quand même une chose, c'est que s'il y a une vraie transformation dans l'entreprise, ou s'il doit y avoir une transformation dans l'entreprise, la direction générale est forcément impliquée. Ou alors si elle n'est pas impliquée, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de transformation. Donc ça, c'est quand même un point important. La notion de sponsor ou de commanditaire, en fait, c'est une personne qui est bien placée dans l'entreprise pour être capable d'engager des moyens. C'est ça, on disait tout à l'heure, on parlait du ROI tout à l'heure, donc il faut des budgets, il faut un peu d'argent pour arriver à travailler, pour avoir des ressources, etc. Donc le sponsor, c'est le décideur qui va croire à l'idée que vous apportez, qui va la soutenir et qui va vous aider à obtenir les moyens. Voilà. Donc c'est plutôt quelqu'un qui comprend cette vision un peu systémique de l'entreprise, qui comprend les systèmes d'information et qui est capable de comprendre l'enjeu à développer toute la practice d'architecture.